À l'époque, quand on a lancé Gemio, Instagram n'existait quasiment pas, Facebook c'était naissant, donc à l'époque c'était Google. Donc le digital c'était quoi à l'époque? C'était des blogs et c'était Google. Mais les marques de joaillerie qui font du luxe accessible ne fabriquent pas en France. Elles vont fabriquer à l'international, en Asie notamment, et donc en fait elles rognent si tu veux sur la qualité et donc sur les coûts pour proposer un meilleur rapport qualité-prix. Nous c'est pas ce qu'on fait. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Loudana et bienvenue dans les podcasts du luxe. Je suis docteur et cofondatrice de la FinTech Grace, qui permet aux marques de luxe de protéger leurs biens exceptionnels afin que leurs clients les portent en toute sérénité partout dans le monde. Ces dernières années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer certains des plus importants dirigeants et grands noms du luxe qui, à travers leur histoire, ont écrit celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Moi, je te dis, je pense que ça fait partie de l'expérience. Et donc, c'est pour ça que je dirais pas que c'est du luxe. C'est pour ça que j'ai essayé de créer ce mot de smart luxury. Ces leaders exceptionnels ont accepté de se livrer dans le podcast afin de vous raconter ce qu'il se cache derrière des pièces iconiques comme un sac Hermès ou encore une montre Bulgari. Comment ces groupes comme LVMH, Richemont ont bâti de tels empires. C'est toutes les questions de toutes les marques de luxe aujourd'hui. Des parcours impressionnants qui vous marqueront à jamais. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi afin de vous partager en exclusivité des conversations inédites et sans filtre avec les leaders de cette industrie. Bonjour à vous tous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Léniaud, grande entrepreneure que l'on ne présente plus. Vous allez voir, nous allons revenir sur toute la carrière incroyable, évidemment, de Pauline, mais aussi de l'histoire mythique de Gemio, qui est l'une des premières maisons joaillières 100% digitale. Vous allez voir, on revient vraiment sur toutes les nuances de cette industrie et le parcours que Pauline ainsi que son mari Sharif ont eu jusqu'à aujourd'hui. Une conversation qui prend aux tripes, que j'espère vous en apprendra autant qu'à moi. Je vous souhaite une très belle écoute sur le podcast du luxe. Bonjour Pauline. Salut Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les locaux magnifiques de Gemio, qui est une maison d'ailleurs. C'est la maison Gemio. Tu es à la maison Gemio. Il y a une maison à Zurich. Du coup, c'est pour ça que vous avez fait des maisons ou des villas. On aime le concept de résidence, de maison. Et c'est vrai que la maison de Zurich, là, qu'on vient d'ouvrir, est très proche de celle-ci dans l'état d'esprit, dans un jardin un peu caché. Il y a des vitraux aussi, non? Il y a des vitraux également. Il y a ce côté, j'aime bien ce concept un peu de laid-back élégance. Et c'est un peu ça. Et donc, on essaie d'être très chaleureux dans l'approche. On va en parler avec Gemio. Et donc, même notre siège est à cette image. Bah voilà, ça se ressent. Un peu pour donner le contexte, Pauline, parce que je suis quand même très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comme tu le sais, les premiers podcasts, notamment du luxe, côté business, que j'ai pu écouter, c'est ton épisode avec Alain de Mitterrand, que j'invite n'importe qui d'ailleurs à l'écouter parce qu'il est vraiment extrêmement inspirant. Et donc forcément très contente de t'avoir. En plus, je t'avais envoyé des messages, j'avais pas de réponse, mais c'est normal. Et en fait, on s'est rencontrés dans un week-end de ski où je me suis pris les plus grosses gamelles de ma vie. Sur le thème du luxe. Exactement, sur le thème du luxe. Et il y avait Pauline à côté qui au contraire était une sirène sur le ski. Et en fait, je me rappelle, on avait le slalom et toi t'étais pas là. Bon bref, juste je me suis dit Pauline ne s'arrête jamais. J'ai plusieurs vies en même temps. Mais c'est ça. Ouais, j'aime bien. J'ai un niveau d'énergie qui est assez élevé, je crois. Exactement. Mais j'aime bien. J'étais vraiment impressionnée en me disant mais comment elle fait? Est-ce qu'elle dort? Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, ça donne un peu le cas de qui est Pauline, quelqu'un qui a, je pense, beaucoup à dire. Donc, est-ce que pour commencer, tu pourrais simplement te présenter, s'il te plaît? C'est la question terrible, mais je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 41 ans dans 4 jours. Je suis mariée avec l'homme de ma vie qui s'appelle Sharif, que tu connais, qui se trouve être également mon associé. Et donc, j'ai joyeusement mêlé vie professionnelle et vie personnelle en créant Gemio, notre marque de joaillerie, il y a maintenant 12 ans. Et donc, je me qualifierais comme aussi une entrepreneur parce que, comme tu l'as compris, j'ai un niveau d'énergie élevé et donc j'adore créer des choses, créer des entreprises, être architecte d'entreprise aussi. Et donc, on a créé Gemio, j'ai créé aussi un podcast comme toi où j'interviewe un peu avant, qui interviewe aussi des personnalités remarquables. Et puis j'ai aussi un organisme de formation qui s'appelle Demian, où j'aide des entrepreneurs justement à faire développer leur activité. Est-ce que Pauline, tu pourrais nous dire où est-ce que tu as grandi, dans quelle ville, dans quel environnement familial? Ouais, très simplement, j'ai grandi à Paris. Paris même.
à Paris même, Paris 5e, pas très loin d'ici. C'est un retour aux sources. Ici, on est rue Berthollet dans le 5e et j'ai grandi rue de Poissy où mes parents habitent toujours. Donc, tu vois, c'est à 10 minutes à pied d'ici. Et d'ailleurs, je vais régulièrement les voir quand je suis ici. Et en fait, mes parents sont des personnalités assez atypiques. Et je pense que ça a beaucoup forgé ma personnalité. Mon papa est entrepreneur. Il n'a pas eu son bac. C'est un homme brillant que j'admire énormément qui a une croyance, c'est que quand on travaille très, très fort et qu'on a beaucoup de volonté, eh ben, on arrive toujours à toucher ses rêves. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il m'a appris. Il m'a appris l'éthique du travail très jeune. Il m'a appris, en fait, qu'on n'a rien sans rien. Et il m'a donné envie, en fait, d'aimer le travail, je pense. Et donc, ça, c'est mon père. Aussi un côté assez business qui, en fait, franchement, m'a passionnée tout de suite. Il est dans quel secteur? Alors, il te dira qu'il a travaillé dans tous les secteurs parce qu'il a commencé à travailler littéralement à 16 ans. Non, alors pas trop le luxe en l'occurrence, enfin un petit peu, tu me diras. Il a tout fait. Comme souvent ces personnes, en fait, il est né en 1943. Alors, il va pas aimer que je dise son âge, mais en gros maintenant il a 82 ans, 83 ans, et donc en fait, il est multi-entrepreneur. Il a eu 150 vies, si tu veux, et il a fini par faire une partie de sa fortune dans l'immobilier, qui a été son cœur de métier entre ses 40 ans, si tu veux, et ses maintenant 80 ans. Et d'ailleurs, mes parents ont aussi maintenant un très bel endroit, un très beau château en Touraine qui s'appelle le château du Rivaud, que mon père a racheté. Je crois que je connais. C'est possible. Franchement, c'est assez connu maintenant. J'ai fait mes études à Tours, donc tu vois, c'est à côté de Chinon. Et c'est un très bel endroit. J'invite tout le monde à aller le voir. Et en gros, où il s'est associé avec ma maman pour faire revivre cet endroit qui était en déréliction totale. Et comme mon père était passionné de belles pierres, de bâtis, en fait, a restauré pendant 30 ans, si tu veux, ce lieu. Et on a fait un lieu qui était chargé d'histoire, mais qui a chargé d'art. Et donc, ça me fait la transition avec ma maman. T'as compris. Donc, mon papa, c'était le business, discipliné, courageux. Et ma maman, c'était l'artiste. C'était la créative, assez fofolle, mais pas douce rêveuse, plus vraiment 1000 idées à la minute, une énergie de dingue et qui, mais vraiment, tu n'arrives pas à arrêter son énergie et sa créativité. Et donc, en fait, elle a été vraiment passionnée d'art toute sa vie. Elle a fait des études, école du Louvre, etc. Pendant très longtemps, en fait, elle était acheteuse d'œuvres d'art pour des propriétaires, en fait, parce qu'elle était tellement passionnée par ça à une époque où l'art contemporain n'était pas vraiment à la mode et elle était très passionnée d'art contemporain. Et elle-même a une très belle collection d'art contemporain. Et donc, moi, je suis baignée, si tu veux, quand je suis petite, entre un côté business et un côté artistique et créatif. Et maintenant, ma maman a donc assouvi sa passion créatrice en ayant donc ce lieu où elle organise des expositions d'art avec des artistes qu'elle fait venir en résidence, etc. en Touraine. C'est génial. C'est un endroit incroyable et que j'invite d'ailleurs tous tes auditeurs à découvrir. Donc voilà, donc en fait ça c'est le milieu, c'est peut-être très long, mais je trouve que c'est important parce qu'en fait maintenant je peux se rationaliser à 40 ans. Je me rendais pas compte à l'époque, mais je pense que Gémeo c'est pas un hasard pour moi parce qu'au final si tu veux ce qui s'est passé, bon on racontera peut-être l'histoire, mais c'est que cette attirance pour le beau, pour l'art, la création fait que je suis tombée amoureuse de la joaillerie que je ne connaissais pas au moment où Sharif m'a demandé de l'épouser, parce que c'est ça l'histoire fondatrice de Gémeo. Mais en même temps, cet aspect business de mon papa m'a aussi donné l'envie, en fait, de créer quelque chose. Et donc, c'est vraiment cette équation un peu d'artiste, mais business, qui fait un peu qui je suis et qui fait, en fait, que je suis tombée amoureuse de la joaillerie. Et de toute manière, dans toutes les maisons joaillières, si t'as pas ce centre artistique et t'es que business, ça va pas très long. C'est difficile. Donc, je pense que les industries créatives, t'es obligé quand même à un moment donné d'avoir une vraie appétence pour le beau, pour les belles choses, pour avoir un œil, quoi, tout simplement. Pour la petite anecdote aussi, ma maman raconte tout le temps. Donc, l'origine de ma maman, c'est arménienne. Et en fait, les parents de ma maman et ses grands-parents étaient dans le monde, en fait, de la teinture de tapis, pour tout dire. Et ma mère, la légende raconte dans la famille qu'ils avaient un œil très, très précis pour les couleurs. Et tu sais, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, les personnes, en fait, ne voient pas tous exactement les mêmes couleurs. Il y a des personnes qui ont plus de finesse. Exactement, et plus de finesse. Il paraît que les femmes, d'ailleurs, ont plus de finesse, plus de bâtons, apparemment, dans les risques ou un truc comme ça. Bref, en gros, la légende de ma mère, c'est qu'elle dit qu'elle a un spectre de couleurs plus large que les autres et que c'est un peu un truc qu'on se transmet dans la famille. Et c'est bête à dire. Ça paraît peut-être un peu pompeux de le dire. Vivant. Mais même moi, je le sens un peu de temps en temps. Tu vois, quand j'ai des discussions avec certains de mes collaborateurs ou des personnes autour de moi, je dis ça c'est vert et ils disent non, c'est pas vraiment vert, c'est gris. Ah ouais, ça arrive à tout le monde. En fait, il y a un sous-ton de vert. Et donc, je pense qu'il y a quand même des nuances dans la manière dont on voit les couleurs. Et en fait, je dis ça parce que dans le monde des pierres, ces nuances sont très importantes. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Voilà. C'est incroyable. Elle doit être ravie avec la collection Mba. Donc, on va en parler parce que c'est une collection exceptionnelle. Donc, tu grandis à Paris dans une famille donc très business, mais aussi très, pas controversée, mais opposée. Les deux. Mais qui vont ensemble. Moi, je vais pas raconter ma vie, mais moi, c'était un peu pareil. C'est vrai. Ouais.
Ma maman galerie d'art, artiste un Bah peu voilà. folle, et mon père médecin et entrepreneur, mais pas successful comme ton père. Ah, Mais bref. il te dira qu'il a mis du temps avant d'y Ah arriver. bah voilà, je vais le dire à mon père du coup. Mais OK. Et donc, est-ce que tu as eu des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi. OK. Et donc ah ouais, donc t'es pas l'aîné en plus, parce que Non. tu sais souvent tu t'es dit t'es l'aîné donc tu drives. Et comment t'étais comme élève par exemple? Alors, ça a été variable. J'étais une bonne élève, mais qui foutait pas grand-chose, si je le dis d'une manière un petit peu rude, au sens où sans faire grand-chose, j'avais des notes assez bonnes, pas incroyables, mais assez bonnes. Mais j'ai vraiment littéralement jamais ouvert un cahier de ma vie et mes parents d'ailleurs, je me laissais extrêmement libre. J'étais à l'école alsacienne, je sais pas si tu connais, qui est à Paris, donc pas Ouais. très loin d'ailleurs de là où j'habitais et en fait, c'est une école où ils te disent qu'ils t'apprennent à apprendre, mais en fait, en réalité, ce que ça veut dire, c'est il y a beaucoup d'autonomie qui est livrée et donc en fait, on te donne jamais vraiment de devoir. C'est-à-dire qu'on te dit, si jamais tu dois réussir ton contrôle, bah, il faut que tu apprennes à toi-même t'autodiscipliner et faire tes leçons, si tu veux. Il se trouve que moi, j'étais pas très autodisciplinée et que j'avais peut-être des facilités, j'en sais rien, mais du coup, j'arrivais à passer à peu près ric-rac, si tu veux, sans trop travailler. Et donc, en réalité, sincèrement, j'ai jamais vraiment trop bossé. Donc, pour répondre à ta question, j'étais moyenne élève et il se trouve que à peu près en terminale, j'ai décidé que je voulais aller en prépa et donc je me suis dit bon bah pour rentrer en prépa, faut que je commence à avoir des bonnes notes et que j'ai mon bac. Et donc, j'ai travaillé un petit peu plus en terminale et ensuite, quand j'étais en prépa, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé et donc voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais au lycée? Enfin ton rêve? J'avais pas de rêve très précis. Pendant longtemps, j'ai eu le fantasme d'être écrivain. J'adorais l'écriture. Moi, j'étais très, très littéraire étant plus jeune. Mais après, je voulais être espion. Je voulais être, agent Ça m'étonnerait secret. pas que tu Agent secret, tu vois. Ouais. J'avais des rêves assez variés. Je pense que, tu vois, je me rêvais un peu agent secret. Je me rêvais pas entrepreneur, hein. Pas du tout. Même pour tout te dire, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Faut dire qu'à l'époque, c'était pas très à la mode. La joaillerie, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je me voyais, je me voyais de manière générale dans une espèce de vie assez mouvante, si tu veux, avec beaucoup de voyages, beaucoup de diversité, beaucoup de changements, beaucoup de rencontres. Et est-ce que tu as vécu dans un environnement qui ressemble au luxe? Dans le sens, est-ce que ta maman était quelqu'un voilà qui portait tu vois par exemple des pièces de luxe? Est-ce que vous faisiez des voyages? Est-ce que tu avais cette sensibilité autre que artistique, mais de ce côté-là? Des belles choses, oui. Je pense que ma mère m'a toujours dit que elle, son rêve de vie, c'était d'avoir une vie extraordinaire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que elle ne voulait pas être comme tout le monde. Et je pense qu'elle m'a inculqué cette idée que le vrai luxe, c'est autre chose, en fait, si tu veux, que uniquement un bel objet. En fait, le vrai luxe, c'est l'espace. C'est d'être dans un endroit seul au monde qui nous appartient, qui est magnifique. C'est effectivement un objet qui est un peu unique. Et donc, j'ai toujours eu ce côté un peu d'exclusivité, mais pas forcément uniquement dans la richesse, si tu veux, mais de notions, en fait, très, très vives de qu'est-ce qui est exclusif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est clair que j'ai été baignée dedans très rapidement, d'unicité, si tu veux. Après, oui, il pouvait avoir des beaux objets, Par notamment exemple, dans des belles l'art, voitures? typiquement, des belles voitures, des appartements, tu vois, des choses comme ça. Je pense qu'ils étaient pas du tout, intéressés par tout ce qui était mais il faut dire qu'à l'époque, c'était beaucoup moins le cas dans les années 80-90, logo, pour eux, si tu veux, le luxe n'était pas un objet de statut, c'était plus vraiment un plaisir personnel et donc je pense que ça, il y avait une vraie appréciation des belles choses parce que ce sont des belles choses. OK. Et donc là, tu as ton bac, tu fais une prépa. Et ensuite? Et alors ensuite, donc je travaille très dur, c'est une prépa littéraire, je rentre à Normal Sup, je Bravo. réalise que, qu'en fait, j'ai pas envie d'enseigner, donc je fais une espèce de dépression géante, à cette époque-là. Tu t'en rends compte ou pas? J'ai une vraie crise existentielle, ouais. J'ai une vraie crise existentielle parce que je me rends compte que je me suis engagée pour travailler dans le service public et que c'est pas ce que je veux faire. Et surtout que ma vie fantasmée d'une vie extraordinaire de liberté est l'opposé de ce dans quoi je me suis engagée. Et pire, j'ai travaillé pour 3 ans, donc j'ai une réelle crise existentielle. Et donc c'est dur. J'essaye d'en sortir en passant des concours comme l'ENA. Je suis admissible, mais je suis pas reçue. Et ça a été un moment Pourquoi tu as vraiment voulu faire l'ENA? simplement parce que j'étais, fonctionnaire à l'époque, qu'il fallait que sans rentrer dans les détails techniques, si tu veux, quand tu rentres dans Normal Sup, en fait, comme tu deviens fonctionnaire, tu es payé. Donc, ce qui est bien en tant qu'étudiant. Et puis moi, du coup, j'avais assez peu de maturité à cette époque-là. Donc, j'étais contente d'avoir, si tu veux, 1 500 € qui tombaient comme ça, sans rien faire. Et donc, je me dis, trop bien. Mais je ne réalise pas que c'est un engagement, en fait, et que tu as un engagement ensuite décennal, donc de 10 ans, vis-à-vis de l'État. Donc, c'est-à-dire que tu dois repayer, c'est en travaillant, en donnant de ta personne, littéralement. Et en fait, quand j'ai compris ça, ça a été dramatique. Il se trouve que l'ENA me permettait de continuer, en fait, à donner à l'État. Et donc, cet engagement décennal était honoré. Et t'as augmenté de step.
C'est pas que j'augmentais de CEP, c'est que je changeais, au moins j'étais pas prof, ce qui était pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, c'est une manière de rester dans le public, mais sans faire ce que je ne veux pas, c'est-à-dire l'enseignement. Peut-être qu'il y a d'autres voies auxquelles donne accès l'ENA, tu vois. Et donc j'ai pas été prise pour une raison simple, c'est que quand j'ai expliqué que c'est la raison principale pour laquelle je voulais passer l'ENA, c'était pour ne pas être prof. Tu leur as dit? Pas comme ça, mais je pense que Tu l'as c'était fait comprendre. compréhensible. En tout cas, j'ai pas réussi à mentir, si tu veux. Et il y avait pas de raison valable, sincèrement, autre que je ne veux pas Donc être tant prof. mieux si t'as pas été prise. Je suis pas quelqu'un qui ment très bien de manière générale. Et donc ils m'ont dit, bah non, en fait, on veut pas de vous. Et ça a été sur le coup très dur parce que j'avais quand même beaucoup travaillé, mais ça a été aussi une vraie révélation pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de suivre cette route qui était toute tracée parce que j'avais pris une décision à un moment donné, parce que j'avais essayé de faire plaisir notamment à mes parents de faire des grandes études. Tu as compris que mon papa n'avait pas son bac et n'avait pas fait d'études. Et donc je me suis dit, OK, je vais me détacher de ce regard des autres permanent et essayer de commencer à me poser des questions sur qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie. Et donc je suis revenue à mes premières amours qui étaient cette forme de liberté créatrice. Et assez rapidement, je me suis dit, quand on veut être libre et créateur, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Entrepreneur. Ah, mais papa était entrepreneur, en fait, mais j'aurais dû y penser depuis le début. Et donc, ça a été un peu la révélation. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux être entrepreneur. L'histoire après, c'est que par hasard, quand mon compagnon de l'époque, Sharif, m'a demandé de l'épouser, on a eu l'idée de faire Gémio parce que, comme je te le disais, eh bien, en fait, on cherchait une idée d'entreprise tous les deux. Et qu'au moment où on a cherché cette bague de fiançailles, mais sincèrement, c'était fou. Je me rappelle, ça a été un peu comme une révélation encore parce que j'avais à la fois cette attirance folle pour ce monde que je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est comme des sculptures que tu portes sur une main, si tu veux quand même un bijou. C'est merveilleusement beau et c'est incroyable qu'on y ait accès. Et en même temps, honnêtement, j'avais l'impression que c'était d'un autre âge. Mais littéralement, quand je suis arrivée, je me rappelle Place Vendôme en 2011, l'expérience, le choix, les prix, la personnalisation, justement, si tu veux, le fait que j'avais l'impression, en fait, d'être un numéro parmi d'autres, mais ça ne me correspondait pas du tout. C'était même ma vision du luxe, celle dont je te parlais. Et donc, un peu sur un coup de tête, franchement, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose, tu vois. Parce que t'étais pas consommatrice du luxe plus que ça avant. Donc, Pas en fait, plus quand que t'es ça, arrivée, c'était une de franchement, tes premières expériences. Et là, t'étais un peu en mode, ah, c'est ça. Si, le luxe, tu vois, vêtements. Mais je trouve qu'il y a une vraie différence entre la joaillerie et le reste du monde du luxe. Je suis d'accord. Franchement, tu rentres dans une boutique de joaillerie, notamment Place Vendôme. T'as un cérémonial. C'est très impressionnant, si tu veux. Et même moi, qui avais l'habitude de rentrer dans des beaux hôtels, etc., avec ma famille, franchement, là, c'est un step supplémentaire. Et donc, même moi, j'étais pas très à l'aise. Et je me suis dit, si même moi, alors que je viens d'un milieu culturel, si tu veux, quand même, où j'ai eu la chance de pouvoir rentrer, tu vois, dans des beaux restaurants, des beaux hôtels, etc., je me dis, mais franchement, pour quelqu'un, alors qu'on avait un beau budget, qu'on est des personnes éduquées, etc., je me suis dit, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. T'avais quel âge? Je devais avoir, je suis née en 1983, c'était en 2011, donc j'avais 27 ans, c'est Ouais, ça? 27, 28, merci. Tu es meilleur en calcul que moi. Mon associé sera content parce que c'est lui qui est bon en calcul mental et pas moi. Parce que, donc, t'as fait ces études-là, Ouais. ok. Ça te plaît pas, là tu te dis, ok, j'arrête. Si je dis pas de bêtises, t'as fait aussi HEC entrepreneur. C'est vrai, j'ai oublié de t'en parler. Ouais, que j'ai fait également. Attention. Bravo. Pas les mêmes années, mais donc là, est-ce que tu avais ce côté, du coup, papa est entrepreneur. Mais c'est ça. En fait, ce qui se passe, l'histoire, c'est que ça je dure rate pas très l'ENA, longtemps non je plus. rate l'ENA, et en fait, je me dis, ok, en fait, je veux être entrepreneur, c'est la réalisation. Et donc, quelle est la meilleure école pour faire ça? T'as compris que j'étais assez bonne pour faire des concours, des choses comme ça, parce que voilà. Et donc, je passe le concours, je suis prise, et donc je rentre à HEC. Et je fais 2 années à HEC quand même. Donc, je suis pas rentrée en dernière année directement, on s'en fiche, mais voilà. Et donc, j'ai fait la majeure HEC entrepreneur, et j'ai adoré. oui. Honnêtement, j'ai adoré parce que j'ai appris énormément de choses, et ça m'a confortée dans l'idée que je voulais entreprendre, mais à l'époque, je n'avais pas d'idée. Et c'est donc à l'issue de ces C'est comme études. ça que tu as eu l'idée. Et, c'est au moment où j'étais HEC entrepreneur que mon mari m'a demandé de l'épouser. Et donc, voilà. Puis, je trouve que c'est un aparté, mais en tout cas, ce master-là te permet d'entreprendre n'importe quoi en fonction de n'importe où d'où tu viens. Tu vois. Et ça te donne les armes pour... puis après, t'en fais ce que tu veux. Mais parce que t'aurais pu aussi te dire, mais attends, je viens pas du tout de ce milieu, no way, je vais aller entreprendre donc même quand t'as la bonne idée, ça te donne la confiance, une certaine confiance, ouais. C'est vrai, je pense que je souffre, mon mari m'en fait le reproche de temps en temps, d'un mal qui est l'inconscience, qui fait que je pense que je n'avais pas conscience de ne pas comprendre le monde du luxe et de la joaillerie, et donc ça m'a pas fait si peur que ça. Je pense qu'avec le recul, si j'avais su à quel point c'est compliqué malgré tout et à quel point on était extérieur, je pense que ça a été d'ailleurs
à la fois une malédiction de ne pas venir de ce secteur et un vrai cadeau. Une malédiction parce que oui, ça a été plus dur, parce qu'on n'avait pas les contacts, parce que trouver des ateliers, ça a été très difficile. Pour plein de raisons, en fait, ne pas comprendre les codes, on a perdu beaucoup de temps, c'est une évidence. Mais en même temps, c'est une certaine fierté pour moi parce que honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on fait partie des rares marques de joaillerie avec des fondateurs vivants, premièrement, et en plus avec des fondateurs vivants qui ne viennent pas du secteur de la joaillerie. Je pense que c'est unique et c'est ça qui fait qu'on a apporté un regard neuf sur la joaillerie. Et Naïveté. une forme de qui était une naïveté force. qui fait que tu fais tabula rasa et tu te dis tout ce qui, mais c'était pas conscient si tu veux à l'époque, tout ce que tu as envie de changer parce que tu trouves que c'est imparfait ou que c'est plus dans l'air du temps ou que c'est plus dans la modernité, et en fait tu le changes, tu vois, directement. Donc c'est littéralement ce qu'on a fait avec Gémeaux. Une fois de plus, ça n'était pas conscient à l'époque, mais c'est ce qu'on a fait en pratique. Mais tu sais que c'est un biais cognitif où en fait dans la plupart des industries, même si ce sont des grosses maisons, souvent en fait elles ont beaucoup de mal à innover parce qu'ils ont trop de connaissances Oui. et du coup ils ont trop un aspect des risques et donc en fait ils font jamais rien. Alors que là quand tu vas bousculer, vous avez fait des choses, le digital, mais je Le pense digital, la fabrication sur mesure aussi. Exact. Le fait tu parles à n'importe quelle personne qui veut créer une marque de joaillerie, il te parle tout de suite de création de stock et de boutique. Et nous, en fait, on n'avait aucune contrainte en tête et donc on s'est affranchi des contraintes. C'est pour ça que je disais que c'était aussi un cadeau. C'est que sincèrement, on n'avait pas les moyens d'avoir une belle boutique tout de suite et d'avoir ce stock. Et donc on s'est dit, en fait, c'est pas grave, on va faire différemment. On va fabriquer des bijoux à la commande, sans avoir en tête la complexité de ce que ça signifiait de fabriquer la fabrication sur mesure. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme on était inconscient, on a fait les choses à notre manière. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on vend encore 95% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui donc il fait des dizaines et des dizaines de millions d'euros, si tu veux, uniquement en fabrication à la commande en France. Et donc, c'est littéralement un client passe commande d'une pièce chez nous. Pas du sur-mesure. C'est pas du sur-mesure parce que les bijoux sont préexistants au sens où en fait, on les a déjà imaginés, on les a déjà créés et donc ils ont été pensés parce que créer un bijou sur mesure, en fait, nécessite quand même, la joaillerie est très technique si tu veux, et donc le problème du sur-mesure, c'est qu'il y a beaucoup de risques d'erreur, à la fois de proportion esthétique, etc., mais de confort, de solidité. Et donc si tu veux, quand tu conçois un bijou, quand même, tu fais plein de tests et tu t'assures que ça va être solide, que ça va être confortable, qu'au niveau des coûts aussi, que c'est intelligent, etc. Et donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas la possibilité de la fabrication sur mesure pure. Mais par contre, cette semi-mesure, d'une certaine manière, on va imaginer le modèle, il est préconçu, mais le client peut choisir la pierre, le métal et le personnaliser pour qu'il lui ressemble, avec entre un saphir, si tu veux, un saphir vert, un diamant chocolat et je sais pas, un rubis, pas du tout le même look et le même état d'esprit de bijou, le même style, ça change complètement. Et donc c'est ça qu'on a fait et c'est notre innovation et qui est arrivée, j'ai envie de te dire, presque par hasard, parce qu'on avait ces contraintes de ne pas avoir les moyens de s'ouvrir une boutique et parce qu'on n'avait pas aussi la malédiction, entre guillemets, de venir du monde de la joaillerie et donc de répéter, si tu veux, ce qui se faisait. Et donc, à l'époque, quand vous avez lancé uniquement en digital, donc sur un site internet. Ouais. Et comment on faisait pour justement faire cette personne, le système n'a pas changé. Le système n'a pas changé. C'est un site internet sur lequel tu avais une image et tu pouvais sélectionner. Il y avait un sélecteur sur ce bijou, donc une image d'un bijou. Si tu veux, par exemple, une bague, mettons la très belle bague que tu portes ici, la Well Bride, qui est ici. Alors, elle est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de pierres différentes celle-ci. Elle est grosse, on va dire le péridot central. Et donc, tu choisissais le péridot central et là, tu as de l'or noir. Et tu sais que tu n'aimais pas... je me demandais quelle couleur c'était. Et donc, tu n'aimes pas l'or noir et tu veux une pierre qui est un petit peu plus douce, par exemple, une aigue marine. Et donc, tu avais le sélecteur, tu pouvais choisir l'aigue marine à la place du péridot et l'or blanc, par exemple, à la place de l'or noir. Et le prix change en fonction. Et tu peux passer ensuite commande, si tu veux, de ce bijou qui va ensuite être fabriqué à la commande pour toi. Et ça reste notre système aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a pas changé depuis 2011. Oui, l'habillage est différent, le site est différent, les bijoux sont différents, mais fondamentalement, le business model est le même. Ok. En fait, donc là, ce que je voulais savoir, c'est le cérémonial de différentes... donc, comment c'est... En boutique, comment ça se passe? Ouais. Très simplement, donc on a une particularité, on n'a pas de stock quasiment en boutique. Ça, c'est très différent de la plupart des joailliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des maisons ont un stock qui est très coûteux, qui en général, on dit, représente à peu près 2 ans et demi de chiffre d'affaires, donc c'est colossal en termes d'investissement. Le taux de rotation en moyenne en France est de 646 jours, c'est colossal, donc c'est très coûteux, si tu veux, pour un joaillier, en fait, de porter en stock un bijou, parce qu'il y a peu de rotation, si tu veux, et donc une fois que tu as produit un bijou, c'est moins le cas pour certaines grandes maisons, mais tu vois, un joaillier de quartier typique,
il va garder un bijou en stock très longtemps avant de réussir à le vendre. Parfois, sincèrement, pendant littéralement 10 ans. Enfin, faut quand même le comprendre. Et donc, nous, on s'est affranchis de cette contrainte, qui est une contrainte très forte, qui d'ailleurs explique aussi une partie des coûts, sincèrement, aussi du monde de la joaillerie. Et donc, on s'est dit, on va créer des boutiques qui sont des boutiques où on va présenter des pièces de démonstration. Donc, on a à peu près tous les modèles de chez Gemio, mais avec à chaque fois une combinaison de pierre et de métal que les clients vont pouvoir essayer. Et ensuite, après, effectivement, on a, si tu veux, un camailleux de pierre. Enfin, on a toutes nos pierres possibles que les clients vont pouvoir regarder. Ils vont pouvoir les regarder aussi sur le site, bien sûr, mais ils vont pouvoir les voir en vrai. Un autre avantage aussi chez Gemio, c'est que du coup, certaines pierres sont carrément disponibles en boutique. Et donc, les clients qui souhaitent, par exemple, un saphir vert, vont pouvoir choisir la pierre qui sera littéralement sertie sur leur bijou. Puisqu'on fabrique sur mesure, ils peuvent choisir la pierre en boutique. On va fabriquer ensuite le bijou avec cette pierre. Et donc, ils vont vraiment avoir quelque chose d'extrêmement personnalisé. Et ça, c'est assez unique, si tu veux, dans le monde de la joaillerie, au sens où on a réussi, si tu veux, à garder, je pense, vraiment une très forte unicité de chaque pièce pour chaque client à cause de ce système de fabrication à la commande et également de choix très poussés des pierres, des métaux, de la gravure aussi, par Mais c'est exemple. totalement dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, le problème qu'ont les maisons, c'est qu'elles doivent aller beaucoup plus dans la personnalisation pour offrir une expérience vraiment unique. Donc, avec quelque chose, en fait, vous étiez encore plus précurseur. Je dirais qu'on était même un peu trop précurseur à Ouais. l'époque, pour être honnête avec toi. Je pense que le timing était un peu trop tôt, mais maintenant, effectivement, et d'ailleurs, la marque décolle beaucoup, mais on voit bien qu'on est vraiment dans cette ère du temps-là, de vouloir mettre plus de sens aussi dans ces achats de luxe et de se dire, j'ai pas uniquement envie d'avoir un bel objet avec un beau logo qui soit un statut, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me ressemble. Et donc, cette personnalisation au niveau de la pierre, du métal, de la gravure, mais ensuite aussi dans l'expérience, parce que quand tu vas rentrer en boutique, pour plein de raisons, parce qu'on est une marque digitale à la base, en fait, on a énormément d'informations sur nos clients. En fait, on va savoir s'ils sont venus sur le site d'abord, s'ils ont été en boutique à Paris, puis à Lyon, puis peut-être un jour ils sont allés à Tokyo, j'en sais rien. Et donc, en fait, on va avoir tout le parcours du client, si tu veux, que nos conseillers vont connaître et donc vont pouvoir adapter, si tu veux, au discours avec la personne. Et puis après, une fois que la commande est passée, là aussi, c'est intéressant, la fabrication démarre. Et donc, chaque étape, le client va être informé par mail pour qu'il sache, on a sélectionné la pierre, si jamais c'était pas le cas en boutique. On va choisir aussi le métal et le fondre, on va sertir, etc. Et donc, il y a vraiment comme une histoire, si tu veux, qui se construit avec le client. Et donc, il a vraiment l'impression presque de co-créer le bijou. C'est ça qui est assez formidable. Ouais. En fait, c'est un peu comme à l'époque où tu n'avais pas de marque. Et en fait, tu allais chez ton joaillier, tu dessinais avec lui et il te faisait toujours une bague sur mesure. Enfin, ma grand-mère... Exactement. Mais tu sais, en réalité, le luxe, à la base, c'était ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai tendance à dire, tu connais que mon appétence pour ce que j'appelle le smart luxury maintenant, c'est une forme de retour au luxe où le luxe, concrètement, depuis les années 80, a dû énormément se massifier. C'est normal parce qu'il a eu un tel succès. C'est devenu une industrie. C'est devenu une industrie mondiale, si tu veux. Alors qu'à la base, quand on réfléchit, c'était Monsieur Louis Vuitton ou Monsieur Cartier qui fabriquait une pièce unique sur mesure à la demande de quelqu'un et donc qui était faite de manière hyper personnelle. C'était Monsieur Louis Vuitton qui le faisait. Voilà, exactement, qui était Monsieur Louis Vuitton qui le faisait de manière artisanale. C'était fabriqué localement, c'était pour une personne précise, etc. Donc, de bout en bout. T'avais même les initiales. Exactement. De bout en bout, si tu veux, c'était non seulement personnalisé, fabriqué localement, artisanalement. Oui, c'était cher, bien sûr, mais il y avait aussi, franchement, une telle qualité, si tu veux, qui était proposée et puis une telle unicité que ça se justifiait. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que le luxe a dû évoluer. C'est pas un reproche, mais c'est comme ça parce qu'en fait, il y a eu tellement de production et de demandes qu'en fait, tu ne peux pas fabriquer quand tu as le marché entier chinois qui s'ouvre à toi. Tu peux plus fabriquer comme Monsieur Louis Vuitton, c'est pas possible. Et donc, du coup, forcément, il y a des choses qui ont été mises en place pour compenser ça. Et donc, typiquement, les logos, le fait de massifier, finalement, d'industrialiser le monde du luxe. Et donc, aujourd'hui, l'industrie du luxe, elle s'est beaucoup industrialisée. Et moi, ce que je promeus avec Gemio, mais tout ça est arrivé avec les années, on a mis du temps à le comprendre. Au début, c'était intuitif, c'est de se dire, mais finalement, ce qu'on est un peu en train d'essayer d'inventer, c'est paradoxalement, via l'outil digital et de l'innovation de manière générale, un retour au luxe, un retour aux fondamentaux du luxe. C'est la technologie qui te ramène à l'histoire. Bien sûr, c'est la technologie qui te permet de fabriquer à la commande de manière artisanale en France, avec pourtant en plus un rapport qualité-prix qui pour moi n'est qu'une question d'expérience supplémentaire pour le client, une expérience aussi qui est extrêmement personnalisée et un service vraiment de grande qualité et personnel, comme je le disais. Tout ça, si tu veux, beaucoup grâce au digital et grâce aussi, si tu as l'innovation de tous les instants pour essayer d'améliorer l'expérience, pour essayer d'être chaleureux, etc. Mais vraiment, en fait, c'est cette innovation, paradoxalement, qui permet un retour au luxe. Une forme de luxe, en tout cas. Je ne veux pas dire que le luxe n'est plus du luxe, mais je pense que par certains aspects, il s'est un peu perdu, honnêtement. Ouais. Et c'est perdu sur certains. Et puis perdu, ou en tout cas, il a évolué. Ouais.
Et j'avais une question que je me pose, c'est donc vous avez peu de stock, mais vous en avez forcément. Par exemple, si on parle de Umba, euh, forcément, tu dois avoir ton stock que tu négocies. Enfin, De pierre. t'as de la négoce en fait de pierres. Comment est-ce que tu peux nous raconter par exemple comment ont été tes premières négociations de pierres? Comment tu Mauvaise. t'y es prise? Et comment ça marche? Et comment ça se fait par exemple pour Umba? Parce que c'est connu pour être des pierres très difficiles à justement avoir. Et nous parler un peu de cette collection. Alors, on dit souvent avec mon mari qu'on a mis beaucoup de temps aussi à créer Gémeo parce qu'en fait, au début, on a tout fait de nous-mêmes. Donc, j'ai fabriqué des bijoux moi-même et trouvé les ateliers. On a acheté des pierres tous les deux avec Sharif. Enfin, je veux dire, on faisait contrôle qualité. Donc, en fait, on est passé par toutes les étapes. Mais ce qui est hyper intéressant en tant qu'entrepreneur, là, je prends plus ma casquette d'entrepreneur, c'est que du coup, à un moment donné, même si ça évolue, tu comprends à peu près quand même dans les grandes lignes tout, quand même, répondu au téléphone pour le service client, etc. Donc ça, c'est un premier point. Comment est-ce qu'on a fait à l'époque? Sincèrement, je ne connaissais personne. Donc, j'ai essayé de trouver sur Internet à l'époque, si tu veux, dans des annuaires de joaillerie, des choses comme ça, en demandant des contacts autour de moi, des gens. On a trouvé des diamantaires qui étaient sur Paris. Sincèrement, on payait trop cher. C'était pas les meilleures qualités. Donc, on a fait plein d'erreurs. On a appris en marchant. Et peu à peu, en s'entourant de personnes plus compétentes que nous, en parlant aussi beaucoup à nos ateliers, à des personnes qui nous ont fait confiance, on a fini par construire cette compétence. Et maintenant, en plus, on a typiquement des gémologues en interne, si tu veux. Mais pendant longtemps, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait d'une manière plus qu'artisanale, quoi. C'était assez... on a mis du temps avant d'acquérir la compétence. Maintenant, 12-13 ans plus tard, on s'est équipé de personnes pour nous aider. Et nous-mêmes, en fait, sincèrement, je suis pas gémologue, mais j'ai une très bonne connaissance gémologique. Parce que je suis... Et d'achat aussi de pierres. Ça s'apprend sur le terrain aussi, finalement. C'est ça, oui. Et donc, voilà. Et donc, je pense que c'est à l'image de Gémeo. On a fait des erreurs, mais maintenant, je pense qu'on sait exactement ce qu'on souhaite acheter. Et oui, pour répondre à ta question, on a un peu de stock de temps en temps sur certaines pierres. La Umba, c'est aussi un exemple un peu d'innovation. C'est une pierre, la pierre Saphir Umba, qui traditionnellement n'est réservée qu'à la très haute joaillerie. Vraiment des parures magnifiques. Il y a une très belle parure de Louis Vuitton d'ailleurs, tout en Saphir Umba. Toute petite pierre, parce que c'est une pierre qui est difficile à trouver en cristal. Elle se trouve uniquement en Tanzanie, dans une rivière, et elle a un spectre de couleurs assez large. Bref, c'est une pierre qui est très difficile à trouver. Elle est non chauffée et pourtant naturellement très brillante et très colorée, ce qui est rare pour les pierres non chauffées. Bref, tout ça pour dire que quand on a trouvé il y a 3 ans avec mon gémologue à Genève, pour tout te dire, quand on était au salon de Gemme Genève, cette pierre, on l'a découverte pour la première fois. Lui la connaissait de nom, mais n'en avait jamais vu. Eh bien, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on fasse une édition limitée avec du Umba. C'est-à-dire qu'on la propose pour la première fois au grand public, pas uniquement sur une parure de grande joaillerie qui sera admirée, mais que quelqu'un qui ait envie d'acheter une très belle bague, mais a envie de se porter cette bague, puisse avoir du Saphir Umba, qui est cette pierre rarissime. On a mis 3 ans à trouver les pierres, à en rassembler une centaine. On a réussi à trouver une centaine de pierres et ensuite on les a proposées sur notre site de telle sorte que nos clients ont pu commander le Saphir Umba. Et pour te dire, on en a déjà quasiment plus. Ça, tu vois, pour moi, c'est encore cette essence de retour au luxe, c'est de se dire, on va pouvoir proposer quelque chose, honnêtement, d'assez inaccessible, d'assez unique, parce qu'on travaille dur aussi, parce qu'on a envie d'innover et de un peu secouer franchement le cocotier dans le monde de la joaillerie. Et combien de temps ça met pour avoir une bague Gémeo? Ça dépend, mais c'est autour de 4 semaines à peu près. Ça dépend des périodes. Ah ouais, ok. Mais donc c'est très rapide. Ah non, c'est très rapide. Mais c'est ça, l'innovation principale, elle a été là-dessus, si tu veux, c'est qu'une fabrication sur mesure, comme t'en parlais à l'époque, le joaillier de quartier déjà, il y avait le processus de dessin, il fallait imaginer le bijou, etc. Souvent, en fait, c'est pas eux d'ailleurs qui étaient fabricants, ils dessinaient, puis ensuite ils faisaient faire, etc. Les ateliers. Et donc, tout ça pour dire que c'était un processus assez long, avec assez peu de, pas forcément très fluide, et puis peu de sécurité d'un point de vue du client, parce qu'en fait, tu ne savais pas ce que tu allais avoir à la fin, et si ça ne te plaisait pas, et moi ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des amis à moi qui ont fait faire des bagues sur mesure, qui se retrouvaient à avoir quelque chose qui n'était pas exactement ce qu'elles voulaient, et en fait, c'est un peu comme ça, c'est pas grave. Et nous, en fait, c'est toute l'idée, c'est de se dire, on va garder ce qui a très réussi dans cette fabrication sur mesure, mais on va la rendre plus digitale, plus moderne, et donc aussi beaucoup plus dans l'expérience client. Et donc, typiquement, la fabrication, elle est plus courte. Tu sais exactement ce que tu vas avoir. Tu as même choisi souvent ta pierre en boutique. L'expérience, elle est irréprochable. Tu es informé à toutes les étapes. Et puis, si jamais tu souhaites changer la taille de doigt, tu souhaites changer la pierre, tu souhaites même peut-être faire un retour parce que pour une raison X ou Y, ça ne te convient pas, c'est possible. Donc, tu vois, on a vraiment essayé de moderniser, en fait, ce côté très artisanal. Tout à fait. Mais scalable pour nous, mais aussi d'un point de vue du client.
Ouais, parce que c'est souvent ce qui contraint les clients d'acheter du sur-mesure ou Bien du sûr. personnalisable, c'est parce que c'est beaucoup trop long. C'est long et puis tu sais pas ce que tu vas avoir au bout et une Ouais. fois que tu l'as, t'es bloqué. C'est pour ça que je te demandais, tu vois, comment se passaient les négociations, par exemple, d'achat. Parce que, tu as ton pool de pierres, forcément, un peu de stock. Mais si ça te demande, en fait, 2 semaines d'aller négocier ceci, puis cela, puis toutes les matières, etc. Donc après, c'est toute une chaîne. Mais c'est ça aussi qui pouvait être une contrainte pour certaines grosses maisons. Mais vous, en fait, vous démontrez que c'est possible En fait, en c'est travaillant. possible, mais nous, c'est pas juste en travaillant, c'est que toute notre entreprise a été conçue de cette manière. Je suis fondamentalement convaincue que ça a mis beaucoup de temps à mettre en place, mais tout ce qu'on a mis en place pendant toutes ces années, maintenant, fait qu'on a, je dirais pas, tu vois, je veux pas paraître du tout arrogante, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a en fait les bases solides pour pouvoir Oui. faire ça. C'est beaucoup plus difficile de le faire de manière rétroactive parce que quand ton business model, c'est de fabriquer 10 000 fois la même pièce, ce qui est le cas aujourd'hui, sincèrement, pour un bracelet Love, un Alhambra, dans un atelier, c'est très bien fait, je dis pas, mais c'est fabriqué toujours, si tu veux, en série et donc en stock et ensuite réparti dans des boutiques. En fait, réapprendre à faire sur, à chaque fois, une pièce différente, avec une pierre différente, un métal différent, une taille de doigt différente, la gravure, en plus en 3 semaines, mais c'est pas possible, en fait, pour eux. C'est impossible. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. OK. Et si on revient donc au Et tout nous, je dirais, nous, on sait pas faire ce qu'ils savent faire, tu vois? Donc chacun Oui. son. Non, mais chacun sa proposition, etc. Il y a pas de bien ou de mal. Mais ceci n'empêche que c'est une vraie innovation de ce que vous avez fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui veulent le bracelet Love, mais qui veulent aussi avoir une bague Gemio. Tout à Donc, fait. on a le droit d'avoir les 2. Exactement. Ouais. Souvent, ça se fait d'ailleurs. Bah oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'évolution un peu du business model? Parce que, si je dis pas de bêtises, tu m'avais dit que presque la moitié de votre chiffre d'affaires, c'est du digital. Ouais. Ce qui est juste 50% aujourd'hui encore. Hein. Bah voilà, ce qui est impossible. Pour donner un peu de référence, en moyenne, c'est entre du 8% et du 15% dans Maximum, ouais, je pense. Ouais, grand max, surtout pour la joaillerie, je pense que c'est même beaucoup moins. Donc, comment vous avez fait évoluer ça? Je pense que même quand on dit 8 à 10%, c'est C'est pendant énorme. Covid, pour tout te dire. Ouais, c'est vrai, tiens, Covid. Donc, en vrai, réalité, sincèrement, je pense qu'on est assez unique. Moi, les chiffres que j'ai, mais je peux me tromper, c'est souvent pour pas mal de maisons, on est sur du 5%, Ouais. si tu veux. Enfin, Ouais. vraiment, c'est assez faible. Et c'est légitime parce que il y a quand même une partie de l'expérience qui n'est pas la même. Très importante. Exactement. Et puis, d'autre part, c'est des entreprises qui n'ont pas été conçues pour ça. Ce sont des entreprises retail. Nous, on n'est pas une entreprise retail. Nous, d'ailleurs, on est, pour être honnête, pas très, très bon en retail. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on progresse, mais on est une entreprise digitale. Notre plus grande boutique, c'est notre site e-commerce. Et notre site e-commerce, c'est une boutique. Elle a été pensée pour avoir des vitrines, enfin, dans tous les détails, si tu veux. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on est surpondéré, si tu veux, sur le digital. Comment est-ce qu'on fait? Ça serait difficile de te le dire, mais on a typiquement, tu vois, une équipe très importante en interne digitale qui fait à la fois du back-office et du front-office, donc c'est-à-dire à la fois la partie visible du client pour qu'on ait le plus beau site possible. Je dis souvent d'une manière pas du tout humble que j'estime qu'on a le plus beau site de joaillerie au monde. C'est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment très beau et en fait, on se donne beaucoup de mal et notre équipe digitale est incroyable pour ça. Mais on a aussi toute la partie back-office que les gens ne voient pas, qui est qu'aujourd'hui, tous nos outils sont digitalisés et que, notamment, pour te donner un exemple, on a digitalisé nos ateliers. On fabrique avec des ateliers façonniers qui travaillent pour plein de grands noms de la place Vendôme. Et pour nous, comme on a un business model très particulier, la raison pour laquelle on arrive à faire la fabrication sur mesure, c'est parce qu'en fait, on a littéralement créé des outils digitaux qu'ils utilisent, qu'on a mis chez eux C'est incroyable. pour se bloguer avec nous, de telle sorte que quand tu as une commande qui est passée chez Gemio, elle atterrit directement chez notre atelier et la fabrication se lance chez eux automatiquement, si tu veux. Donc, en fait, on a été très, très loin dans l'intégration et dans la digitalisation. Et c'est ça qui a fait notre force. C'est pour ça que ça a été assez long aussi à mettre en place. Mais je pense que le digital, il ne faut pas penser que c'est uniquement la face émergée de l'iceberg, le fait esthétique. Oui, c'est le cas, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et pourquoi, du coup, maintenant, vous ouvrez des boutiques? Pourquoi est-ce qu'on ouvre des des résidences? C'est une bonne question. Non, on ouvre les deux. Est-ce que c'était un plafond de verre, par exemple? C'est que même c'était pire des que demandes? ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, moi, j'adore rester en contact avec les clients et donc j'appelais des personnes autour de moi, clientes et personnes que je estimais pouvoir être clientes, tu aurais pu être dans la liste et je disais: «Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas encore cliente? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui t'aime pas, qui te plaît pas?» et cetera. Et donc cette personne, je me rappelle très bien, une personne m'a dit: «Mais moi, sincèrement, je ne me projette pas sur internet, j'aime beaucoup votre site, mais c'est impossible pour moi si je n'essaie pas un bijou et par ailleurs, c'est un plaisir pour moi». Alors je me suis dit: «Tiens, je vais creuser cette piste» et j'en appelle une deuxième, une troisième, une quatrième et je me rends compte qu'en fait, il y a un marché entier de gens qui me disent: «Mais moi, c'est bien simple, même si j'aime ce que tu fais, tant que je ne le vois pas, que je ne l'essaie pas, eh bien, je ne peux pas me projeter, c'est impossible».
Et donc, on s'est dit, bon, on va essayer. Et de manière très entrepreneuriale, on a ouvert notre première boutique qui était rue de Seine et qui est d'ailleurs toujours rue de Seine. On l'a beaucoup agrandie depuis, mais c'est toujours au même endroit à la base. C'est un peu la maison mère, si tu veux. Et on a ouvert notre première boutique sans stock, donc sur un business model, encore une fois, assez différent. Des pièces de démonstration, comme je t'expliquais, où les gens viennent essayer des bijoux qui, en C'est général... comme une montre Rolex, je te rassure. Exactement. En fait, finalement, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Tu vois, tu viens essayer des produits et puis ensuite, après, tu peux passer Puis commande ça sur rend un place. côté exclusif, donc Mais- c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, tu peux essayer différentes combinaisons de pierres, etc. Et tu as une expérience quand même aussi de la marque qui est différente. Et ça a été quand on a ouvert notre première boutique Lou, mais je t'assure, on avait littéralement la queue dans la rue. Parce qu'en fait, Non. on avait tellement de gens qui nous connaissaient, mais Une qui communauté. un peu une début de communauté, mais qui nous connaissaient et qui n'étaient pas, qui n'osaient pas, passer commande parce qu'ils avaient besoin d'essayer, que littéralement le jour de l'ouverture, je me rappelle, ça a été l'explosion. Et ensuite, les mois qui ont suivi, on a fait des croissances incroyables. Donc, on a réalisé quelque chose qui est qu'il y a toujours des personnes qui peuvent passer commande online et on a encore aujourd'hui des commandes à 30 000 €, 100% digital. Ça arrive. Franchement, ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Donc, c'est possible. Et il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça. Mais à l'inverse, il y a des personnes, même un bijou, sincèrement, à 1 000 €, qui ne sont pas à l'aise à l'idée de ne pas l'essayer. Et je le Moi, tu vois, je comprends. serais pas capable. Exactement. Et donc, Est-ce que en c'est fait, les Américains qui Plus ou achètent à pas distance? Plus Non, Pas pas forcément. forcément. Je vais être honnête avec toi, c'est souvent plus les hommes, mais pas que. Il y a des femmes qui sont très à l'aise. C'est aussi une question de temps, c'est une question d'habitude. Franchement, je vois beaucoup de comportements. On avait une théorie, pour tout te dire, au début business, qui était si la personne qui d'abord vient en boutique, elle vient pour se rassurer, ensuite elle passera online. C'est pas vraiment le cas. En fait, tu as deux segments. Tu as des gens, ils veulent venir en boutique, même pour n'importe quel bijou. Et tu as des personnes, franchement, ils sont très à l'aise à l'idée de passer commande online. Aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, comme je te disais, à la boutique. Et malgré le fait qu'on en ait de plus en plus. Mais en fait, ça nous permet d'ouvrir des marchés, d'avoir une boutique, aussi de commencer à avoir une occasion de faire du marketing, tu vois, à l'international. Mais en réalité, on Tu fait penses que beaucoup tu n'aurais en pas pu digital. ouvrir l'international sans boutique Si, on Parce a, que en vous fait, faisiez, non de fait, on avait déjà de l'international sans boutique, mais c'est juste que c'est aussi un prétexte, si tu veux, pour accélérer, pour la presse, pour l'influence, pour plein de raisons. Si tu veux, avoir un ancrage et avoir des produits localement, en fait, est quand même très utile. Et même avoir une C'est un équipe vrai sur place, test, si tu quoi, veux. c'est Et top. c'est un vrai test, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça et je dois dire que ça apporte ses fruits. Parce que donc dans votre business model, donc c'est du digital, c'est du retail mais en propre Ouais, uniquement. uniquement. Vous faites donc pas de wholesale. Et puis en même temps, vous avez une histoire qui est très organique. Même si je crois que vous avez fait, je crois, une levée de fonds, t'as pas commencé en levant des millions. On a fait des levées de fonds, mais à un moment donné, on a réalisé qu'on était en train de créer une marque de joaillerie et pas une marque tech, même si on était très digital. Et donc, il fallait qu'on reprenne le contrôle, puisqu'on avait perdu le contrôle avec mon associé Sharif, mon mari, à ce moment-là. Et donc, on a racheté notre fonds d'investissement. Ça a été un moment entrepreneurial fort pour nous, parce que quand même assez important en termes de prise de risque. Et donc, on a un peu mis dehors. On s'était mis d'accord avec eux, mais notre fonds est parti. Et donc, on est redevenu actionnaire majoritaire. Et donc, aujourd'hui, on est actionnaire majoritaire. Et je pense que c'est important parce que dans le monde de la joaillerie et dans le luxe, comme tu le sais, c'est quand même des temps qui sont tellement longs. C'est vraiment, ça se fait presque sur des générations. Et donc, c'est assez incompatible avec les exigences d'un fonds d'investissement. Et donc, ça doit aller rapide parce qu'ils ont leur carrière, machin, etc. Exactement, Donc, qui veulent, si tu veux, vendre la boîte à 5 ans, etc. Et en fait, du coup, qui voulaient nous forcer à prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes pour l'entreprise. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il fallait qu'on les rachète, etc. Mais c'est quand même fort et hyper courageux de racheter, de pas se dire je vais vendre du private equity, ou alors on va changer pour avoir quand même un levier financier. Après, ça me fait penser à autre chose. Quand on parle de levier, donc t'as le côté financier où donc des personnes vont t'aider et ça, voilà. Mais en fait, la marque a grandi. Est-ce que c'est notamment le Covid qui a fait un énorme boom et fait réaliser un peu aux gens que tu pouvais consommer du luxe et vraiment démocratiser la consommation digitale du luxe, et notamment donc l'explosion en fait de Gemini? Écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit le monde ne sera plus jamais comme avant, il y aura plus que du télétravail, il y aura plus que du digital, le retail va disparaître. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est des personnes qui, en fait, ont eu un peu les yeux plus gros que le ventre, ou tu vois, pour qui c'est. Voilà, je ne vais pas avoir de jugement si tu veux, mais je pense qu'on n'est pas du tout aussi loin. Oui, pendant le Covid, le digital a explosé et je pense que c'était une période où on a assez bien joué, et on a pris beaucoup de parts de marché parce qu'en fait, on était très bon sur le digital, parce qu'on était du coup encore ouvert sur le digital, parce qu'on a fait beaucoup de marketing digital qui était notre spécialité. Donc en fait, ça a été plutôt un moment où on a émergé. Après, il y a d'autres marques qui ont aussi très bien émergé et le monde du luxe de manière générale pendant le Covid, comme tu sais, a très bien marché aussi parce que comme les gens voyageaient moins, en fait, il y avait quand même une épargne disponible très importante sur d'autres objets et ça s'est beaucoup reporté sur le
luxe. Donc, je pense que tout ça fait que oui, Gemio a beaucoup grandi à ce moment-là. Maintenant, tu vois, on est sorti du Covid. Pour beaucoup de monde, et notamment dans le monde du luxe, c'est assez dur en ce moment. Nous, on continue à croître. Je ne pense pas que c'est uniquement à cause du digital. Je pense que c'est plus à cause de cette idée, si tu veux, un peu dans une ère du temps différente sur le monde du luxe, sur un luxe où on est plus sur une expérience unique, personnelle, aussi sur une attention plus forte, sincèrement, sur un prix qui devient un service aussi, et où on essaie d'apporter la meilleure qualité possible, mais avec des prix justes, où c'est plus dans l'air du temps maintenant qu'il y a encore quelques années. Alors tu vas me dire, oui, mais ça, c'est pas le luxe. Ben, moi, je te dis, je pense que ça fait partie de l'expérience. Et donc, c'est pour ça que je dirais pas que c'est du luxe. C'est pour ça que j'ai essayé de créer ce mot de smart luxury, qui est quelque chose d'autre, qui est pas du luxe accessible. Le luxe accessible, en fait, tu baisses ta qualité. Tu vas externaliser. La plupart des marques, j'ai pas envie de citer pour pas être dégradante, mais les marques de joaillerie qui font du luxe accessible ne fabriquent pas en France. Elles vont fabriquer à l'international, en Asie notamment. Et donc, en fait, elles rognent, si tu veux, sur la qualité et donc sur les coûts pour proposer un meilleur rapport qualité-prix. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, en fait, on veut avoir la top qualité. On fabrique en France artisanalement dans des ateliers qui travaillent pour Van Cleef, Hermès, Cartier, tout ce que tu veux, avec un niveau de service et de qualité qui est extrême, mais avec effectivement un coût pour le client qui n'a rien à voir, parce que on travaille comme des fous, qu'on est plus digitaux et que du coup, on arrive à proposer, à force sincèrement de travail, d'effort, d'innovation, et parce qu'on se serre la ceinture, concrètement, on arrive à proposer des prix qui sont beaucoup plus justes. Eh bien ça, je crois profondément que c'est dans l'air du temps, parce que quand tu regardes plein d'études aujourd'hui, notamment sur les nouvelles générations, mais pas que, en fait, il y a une décorrélation aujourd'hui entre la qualité perçue et le prix, même dans le monde du luxe. Ah ouais. Sincèrement, j'en parlais, c'est rigolo, avec mon équipe, on attendait de faire cette interview, et qui me disait, ah, tu vois, tel sac, il a pris, mais en 10 ans, il a pris tellement, franchement, mais ça devient ridicule, si tu veux. Alors, on n'est peut-être plus dans l'audience, en tant qu'Européens, c'est possible, puisque je pense qu'une partie du luxe aujourd'hui s'adresse essentiellement à des touristes internationaux, donc notamment asiatiques, probablement bientôt indiens, probablement, tu vois. Ou des VIC, par exemple, des personnes. Ou des Il VIC. y a vraiment, là, c'est en Exactement. crise, tout le monde dit non, mais pas les favorise VIC. les Je suis VIC. d'accord. Bah ouais, mais et les autres, enfin. Mais VIC, c'est 2%, si tu veux, en termes de nombre de personnes. Et donc, en fait, le reste, qui veut un bel objet, comment est-ce qu'ils font? Le luxe accessible, le problème, c'est que c'est pas Du luxe. c'est pas vraiment du luxe, en fait, sincèrement. Le mot luxe, mais c'est pas l'image. la qualité, c'est En fait, l'image. c'est l'image. Ben, nous, en fait, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux qui est pas facile à tenir pour une marque, parce que tu as compris, ça se fait au prix de beaucoup d'efforts du côté de l'entreprise. Mais pour moi, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que tout l'effort qu'on y met, on est travailleurs chez Gemio, et avec mon mari, je pense que ça fait partie de nos valeurs. Je te parlais de mon papa et de son éthique du travail. C'est que notre travail, en fait, c'est la valeur qu'on veut apporter à nos clients. C'est exactement ça qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Smart Luxury. C'est en essayant d'être le plus smart possible nous-mêmes qu'on va essayer d'apporter cette valeur à Mais nos vous l'avez clients. été parce que vous avez été smart dans le business model, dans les détails. Alors, on fait des erreurs aussi, hein. Je veux pas paraître, tu vois. Non, mais comme tout le monde. Mais par exemple, Beaucoup même. Bah, vas-y, raconte une des plus grosses erreurs que tu penses que vous avez fait. Sauf plein, Vraiment. Il y en a plein de petites, tellement. mais une où vraiment que tu t'es dit, ah, on a. Bon, déjà, des erreurs de recrutement, c'est à peu près sans arrêt. Ça paraît évident, mais voilà. Des erreurs de sous-estimer, je pense, de sous-estimer des aspects des aspects d'image, par exemple, où pendant longtemps, si tu veux, on communiquait beaucoup justement sur notre business model et sur la qualité de ce qu'on proposait, mais en fait, en négligeant, si tu veux, qu'il y a un aspect quand même de style, de mode, en fait, qu'il faut mettre en avant. On a pu, et puis aussi parce que peut-être qu'on n'avait pas confiance en nous, tu vois, sur ces aspects-là, d'organisation interne d'équipe, bien sûr. Aussi, un autre exemple, on a ouvert à l'international pour la première fois en 2014, que tu sais peut-être pas, en Angleterre, à l'époque, mais sans avoir de boutique, sans avoir d'équipe sur place, en se disant, on traduit le site en anglais, ça va se faire tout seul. Non, rien ne se fait tout seul, de manière générale. Donc, des erreurs, on en a fait beaucoup, et on continuera à en faire, c'est pas grave, mais je pense qu'on arrive à se remettre en cause, et puis ensuite se dire, OK, maintenant, on sait pourquoi on fait les choses, on veut, en fait, sincèrement, inventer une nouvelle forme de luxe qui nous correspond à nous, qui correspond pas à tout le monde peut-être, mais qui, je pense, correspond à une tendance de fond qui est notamment dans les pays, on va dire, européens, américains, japonais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert au Japon, ne se reconnaissent plus dans un luxe qui s'est trop standardisé. Est-ce que là-dessus, donc vous faites des études, vous analysez, bien en plus surtout toutes les datas que vous avez, votre client idéal, donc quelqu'un qui est un peu plus consciencieux, qui veut de la qualité, quelque chose de beau, qui n'a pas l'impression de faire d'avoir du faux luxe. Et là, vous allez cibler, donc, comme tu dis, donc le Japon. Tout à fait. Même plus précisément certaines key cities où on sait qu'il y a une concentration très élevée de ces personnes qui sont en gros des personnes très exigeantes et qui ne sont... le personnel.
Alors, on a plusieurs personas différents, mais l'un des personas importants, c'est donc un couple. Ça peut être un homme ou une femme, les deux. Enfin, on va dire, nous, en joaillerie, on s'adresse quand même beaucoup à des couples. En tout cas, c'est notre cas. C'est plus le cas probablement que pour des marques, certaines autres marques, je pense à Messika, par exemple, qui s'adressent quand même plus directement à la femme. Nous, on s'adresse plus comme d'autres maisons, comme Van Cleef, Cartier, etc., à des couples. Clairement, il y a de l'homme qui achète pour la femme et il y a de la femme qui s'achète Tu pour sais elle-même. ta répartition entre les hommes et les femmes? Alors, en fait, en réalité, c'est assez rigolo comme statistique pour tout te dire, puisqu'on a une majorité de femmes en termes, non pas de clientes, mais de visites, notamment sur le site, en boutique, etc. Donc, en fait, il y a une surreprésentation de la femme. Mais par contre, en termes d'achat, c'est un petit peu inversé. Et donc, c'est à peu près du 60-40, si tu veux, hommes à l'achat 60 et inversé, si tu veux, 60. Parce que vous faites de l'homme. On fait de l'homme également. Et on commence à avoir de plus en plus, d'ailleurs, de bijoux vendus pour des hommes. Comme en taille, par exemple, en taille qui est cette collection mixte, on a d'autres à venir aussi. Des vous avez alliances, commencé quand? L'homme. En Et fait, pourquoi? beaucoup plus tôt qu'on ne pense. On a commencé très tôt parce qu'en fait, il y a toujours eu historiquement un marché pour l'homme qui était assez pauvre, sincèrement, au sens où il n'y avait pas beaucoup d'offres. Et donc, on s'est retrouvés assez naturellement. Donc, t'as juste une alliance. Ouais, des alliances. Mais on avait assez régulièrement des personnes qui nous disaient « Ah, ben, j'aime bien cette bague-là et moi aussi, j'aimerais avoir une pierre de couleur. » Et donc, assez naturellement, on a des hommes qui nous contactaient pour avoir des bijoux avec des pierres de couleur. Parce qu'en fait, c'est quasiment introuvable, si tu veux. Et donc, on a développé ça. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on a carrément étendu avec des collections qui sont des collections soit masculines, soit mixtes. Du 100% masculin, on l'a uniquement pour des alliances aujourd'hui. On a fait des boutons de manchette à un moment donné, mais on a surtout maintenant des collections unisexes, comme par exemple, c'est le cas d'Entaille. Et je dois dire que c'est plutôt en croissance comme marché chez nous. Et dans la diversification, pourquoi vous avez lancé l'horlogerie? Parce que vous avez que 12 ans de maison. Ouais. En 12 ans, vous avez fait beaucoup quand même, parce que vous faites de la joaillerie, tu fais de la haute joaillerie, tu fais de l'horlogerie, tu fais de l'homme. Diversification digitale, c'est quoi le next? Tu vois? Ah, il y a beaucoup de choses. Et puis l'international aussi. L'horlogerie, pour répondre à ta question, bon, déjà, c'était un peu un rêve parce que j'ai toujours eu dans ma vision avec Sharif le fait qu'on voulait être une maison de joaillerie. On ne veut pas être une griffe. C'est quoi la différence? Là, je parle business model. Une griffe de joaillerie, c'est Dinvan. Typiquement, Dinvan, c'est une maison que j'aime beaucoup, donc une griffe que j'aime beaucoup, où tu vas avoir un très beau motif, si tu veux, et en gros, c'est ce motif qui est le motif iconique et qui est vendu. Il y a très peu de bridal, et qui va être décliné sous plein de choses. Qui va être décliné sous toutes les coutures. Et donc, en fait, c'est un designer, en général, qui a imaginé quelque chose qui a eu un coup de génie, si tu veux. Parfois, il peut en avoir 2, 3. Un peu comme une cicatrice, en fait. C'est un peu quelque ça. chose Et en gros, après, ça reste dans le temps et c'est formidable, etc. Mais du coup, ils ont un peu de mal à sortir de ça. Et typiquement, il n'y a pas beaucoup, en général, de bagues de fiançailles et d'alliances. Une maison de joaillerie, en revanche, c'est quelque chose de différent. C'est Cartier, c'est Van Cleef, c'est toutes ces maisons qui vont réussir à la fois à avoir des produits icônes, donc Love, Clou, etc., des produits icônes stylisés, avec un style marqué fort, mais en même temps, ils vont avoir des produits plus classiques qui sont des bagues de fiançailles et des alliances. Ils vont réussir à proposer les deux. Et ben nous, avec Gemio, on a toujours eu l'envie de faire les deux. Je voulais pas être une maison uniquement bridal, mais c'était notre histoire d'être bridal, parce qu'à la base, Gemio a été créé quand on a cherché notre bague de fiançailles. Donc on a tout de suite été très bon sur le bridal, c'est-à-dire les bagues de fiançailles et les alliances. Mais on a toujours su qu'on voulait faire autre chose que du bridal et donc proposer ces autres collections sur du bijou mais aussi sur de l'horlogerie parce qu'un peu de la même manière quand tu regardes un Cartier par exemple mais même la plupart de ces maisons, même un Van Cleef on connaît pas mais ont de l'horlogerie très joaillière mais c'est quand même aussi une maison qui a l'horlogerie et donc les maisons en général elles ont un pan horloger, un pan bridal et un pan bijou icône et un pan haute joaillerie. On a fait littéralement que reproduire en fait ce qu'est une maison de joaillerie. Bon, tu me promets du coup dans si vous êtes Smart Luxury, quoi qu'aussi en fait tu peux le faire. Je veux dire, de pas faire du parfum, mais en fait, tu peux faire un parfum exceptionnel. Parce que tu sais, souvent, la diversification un peu, la suite. C'est le problème. Il faudra faire attention à ça. On veut faire très attention. Pour tout dire, c'est drôle que tu parles du parfum. On s'est posé la question. Et des parfums exceptionnels, très, et on s'est dit, mais en fait, si on le fait, il faut le faire à la Gemio. Même, tu vois, notre haute joaillerie. Faut pas que ça fasse un Pierre Cardin, quoi. C'est de la haute joaillerie à la Gemio. Une fois de plus, moi, je dis tout le temps à mes équipes, j'ai Alexis, que j'adore, qui est notre responsable directeur du design. Alexis, je lui dis, il ne faut pas qu'on fasse du Van Cleef. Il ne faut pas qu'on fasse Ils le font très bien. Ça fait 200 ans qu'ils le font parfaitement. On n'a pas besoin de le faire comme eux. Puis on préfère toujours Van Cleef. Bien sûr, il faut qu'on fasse notre haute joaillerie à nous. Pourquoi et c'est quoi nos codes? Et donc, en fait, c'est ça qu'on est en train d'inventer. C'est aussi ça qui est très excitant. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement donc, dans votre diversification de tout le côté international parce que pour moi, on va dire mon cliché à moi, Gemio est une maison française pour une française. Ou par exemple vous avez votre résidence à Zurich, donc ça t'étonne. Enfin non, quoique en fait c'est germanique, ça marche, mais c'est pas grave. Mais dans le sens suisse, ouais. voilà, genre je comprends.
Mais c'est vraiment cette image donc de la Parisienne avec donc ce côté plus jeune. Vous êtes jeune et joaillier, je trouve que ça, enfin, vous pouvez bien trouver. Hein. C'est vraiment tout le côté du digital, mais en même temps des codes en fait qui reprennent quand même tout celui du luxe. En fait, ce que j'essaye de dire, je m'embrouille total, donc c'est bien. Mais j'ai perdu ma question en fait. Non, c'était Mais l'international. on parlait de l'international, oui. Mais en fait, j'ai vraiment perdu ma question je voulais dire quelque chose, mais c'est pas Mais grave. t'avais l'impression, enfin, je peux me tromper, mais tu disais qu'on est très perçu comme une marque très parisienne et très Oui, française. voilà. Et du coup, pourquoi l'international, quoi, si je Ouais, comprends bien. parce que la plupart des maisons de luxe, elles sont surtout joaillières françaises ou italiennes, mais place Vendôme. Alors comment mais je trouve, c'est bon, j'y suis. C'est du coup, vous êtes donc une marque parisienne, mais j'avais l'impression toujours que c'était pour la parisienne. Ouais, Alors que la plupart des mais c'est maisons le cas. sont des maisons parisiennes, mais pour l'international, Tout à fait. notamment pour les américaines, etc. Donc voilà. Mais t'as très bien compris, et Ouais. c'est le cas, et c'est ce qu'on veut continuer à faire. On fait de l'international à la Gémio, c'est-à-dire pour les locaux. On ne s'adresse pas aux touristes quand on va à l'international. Et ça, c'est très différent de la plupart des maisons, puisque effectivement, nuance, quand tu hein, regardes, important. si tu veux, je connais pas parfaitement les chiffres par cœur, mais un Hermès, qui est une maison évidemment que j'admire beaucoup, enfin comme toutes ces maisons, aujourd'hui, il vend, je crois, quelque chose comme 7% de son chiffre d'affaires en En local? France. En France, pas aux Français. Pas aux Bah, Français. c'est énorme hein, pour la plupart des marques de luxe, c'est à peu près 7% en Donc France. 7% en France, mais donc aux Français, à combien de pourcents c'est? Combien est-ce que tu crois? J'ai pas le chiffre, personne ne le sait. Ouais. Qui ne Je pense travaille pas pas chez beaucoup, hein. Hermès. Mais c'est pareil pour toutes ces maisons. Et en fait, aujourd'hui, l'insight qu'on dit avec Gémio et donc cette idée de Smart Luxury, c'est de se dire, je comprends très bien que ces marchés doivent être adressés sur lesquels il y a une forte croissance. Mais les marchés locaux, ils ont envie de quelque chose, ils ont envie de qualité, ils ont envie de service, Exact. ils sont exigeants. Et donc, à qui est-ce qu'ils vont pouvoir s'adresser pour ces besoins d'objets de luxe? Et donc, c'est ça ce qu'on essaie de proposer. Donc, effectivement, pendant longtemps, on s'est adressé à la parisienne. Et d'ailleurs, pour te dire, une anecdote que je dis souvent qui est assez rigolote, c'est que nos meilleurs clients sont souvent des gens qui travaillent dans les maisons de luxe. Parce qu'en fait, ils connaissent la qualité Gémio et ils savent très très bien qu'ils auront quelque chose avec un super service, une super qualité, des designs qui sont dans l'air du temps, qui leur correspondent aussi sincèrement, qui sont des designs plus européens en fait et qui leur correspondent. Et donc, c'est en général une très bonne clientèle pour nous. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça d'abord en France et puis ensuite on s'est dit, OK, cette clientèle locale, où est-ce qu'on peut aller la chercher? Il se trouve que j'habite en Suisse, comme tu sais, et donc on a ouvert d'abord à Genève, ensuite maintenant à Zurich, où on a aussi cette clientèle. Et quand on est à Zurich ou à Genève, contrairement à tous les joailliers, on s'adresse aux Zurichois ou aux Genevois. On s'adresse pas aux touristes qui C'est viennent à Genève. génial. Et c'est pareil à Tokyo, et ça va être pareil ensuite dans les autres pays qu'on va ouvrir. En fait, vous partagez un sentiment d'authenticité. Je pense que Gémio est une marque assez authentique. J'aime pas trop le mot parce que franchement, il est vu et revu maintenant, si tu veux. Mais en réalité, on est une marque qui s'adresse à des populations locales et on est fiers de ça d'ailleurs. Et une fois de plus, il n'y a pas de jugement. Je pense que c'est très bien de le faire pour d'autres, mais en l'occurrence, nous, c'est ce qui nous correspond. Et je pense que c'est des clientèles aujourd'hui qui sont pas très bien adressées et qui se reconnaissent plus à certains aspects. Bien sûr, on peut acheter, moi la première, si tu as un bel objet qui vient d'une maison que j'apprécie, mais fondamentalement, tu te reconnais pas dans les valeurs. Ouais. Ou alors tu vas acheter en seconde main, du coup. Exactement. Ou alors dans des ventes privées, C'est ça. quand tu as la chance. Exactement. Une dernière question avant de passer aux questions signature. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout le côté un peu acquisition, marketing digital? Parce que même si beaucoup de maisons aujourd'hui se sont mis tardivement au digital, c'est beaucoup de leur budget de communication. Comment vous avez fait avec pas beaucoup de budget au début et en plus pas donc du milieu, t'étais pas influenceuse à l'époque. Non. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que tu as lancé le podcast? Je sais pas. Bonne question. Mais comment vous avez réussi avec pas grand-chose à acquérir ces clients et comment vous avez réussi à le faire prospérer tout en, donc j'imagine, tout en serrant la ceinture, en étant pragmatique sur ses budgets, etc. Alors, ça a mis beaucoup de temps, puisqu'en fait, là, tu vois, c'est 12 ans plus tard quand même. Ça s'est pas fait en un jour, je veux quand même déjà le dire. Ça a été, c'est tout sauf une histoire fulgurante, malgré tout. Alors oui, par rapport à d'autres maisons qui sont plus petites encore, on a eu beaucoup de succès et je pense qu'on est plutôt au début de notre aventure. Mais sincèrement, la vérité, c'est que ça a mis quand même beaucoup de temps. On a testé plein de choses. À l'époque, quand on a lancé Gémio, Instagram n'existait quasiment pas. Facebook, c'était naissant. Donc, à l'époque, c'était Google. Donc, le digital, c'était quoi à l'époque? C'était des blogs et c'était Google, si tu veux. C'est ça quand même qu'il faut réaliser. Donc, en fait, on s'est aussi énormément adapté dans le temps. On a commencé, en fait, en travaillant beaucoup notre SEO, donc la recherche organique.
en travaillant. Tu faisais des campagnes de pub où il y avait pas une histoire avec un chat rose? Alors ça, c'est arrivé en 2014, donc déjà 3 ou 4 ans après le début de l'entreprise. Mais donc on a commencé, et c'était pas digital, tu vois, pour le coup. Et donc on a commencé le digital, pour répondre à ta question, avec les outils qu'on avait à l'époque. On a essayé d'innover. En fait, on a toujours essayé d'aller chercher des opportunités où d'autres personnes ne s'y plaçaient pas. À l'époque, par exemple, on avait fait un partenariat avec une blogueuse qui est devenue une très bonne amie à moi, qui était la plus grosse blogueuse beauté française, qui se trouve est passionnée de joaillerie. Et je l'avais un peu stockée, si tu veux, sur les blogs, et j'avais vu ça. Et en fait, aucune marque de joaillerie ne faisait des partenariats avec des blogueuses à l'époque. À l'époque, Oui. c'était le tout début. Il y avait Garance Doré. Enfin, tu vois, c'était le truc. Et en gros, on a été se positionner, on a été précurseur, si tu veux, sur ce marketing. Je dis souvent, en fait, comme on a moins de moyens que les grandes maisons, on est obligé de se différencier. Donc, il faut toujours qu'on aille chercher quelque chose de différent. Et donc, on l'a fait typiquement sur les blogs. Ensuite, on a été assez tôt sur Instagram. On a été assez tôt sur Facebook. Enfin, il y a plein de choses qu'on a fait. Et puis, Parce que vous comme tu n'aviez pas le disais, choix. parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. À un moment donné, si tu veux émerger, il faut réussir à être différent, à la fois dans la création, mais aussi dans le levier, dans le média, tu vois, que tu vas aller chercher. Et donc, cette démarche entrepreneuriale, en fait, je pense qu'elle nous a caractérisés. Cette démarche audacieuse aussi, tu vois, de sortir des sentiers battus. Et je pense que c'est d'ailleurs souvent ce que les gens disent. Quand je demande autour de moi, et notamment quand on fait des sondages, qu'est-ce que Gemio évoque par rapport à d'autres maisons de joaillerie, ils nous disent plein de choses, chaleureux, authentique, comme tu l'as dit, mais il y a aussi cette notion de différence. Et quand je dis différence, c'est différence par rapport à d'autres maisons. En fait, un positionnement assez unique, en fait, assez ovni, franchement, dans le monde du luxe. Alors, tout le monde n'aime pas, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien aussi maintenant et qui se disent, finalement, c'est vrai, finalement, c'est une autre manière de voir les choses. Et à partir de quand vous avez été rentable? On a été rentable. Alors, rentable, si je suis honnête avec toi, break-even, hein, c'était pas non plus la fête. En 2019. En 2019 à peu près, 2018-2019. Et ensuite, plus rentable à partir de 2020, 2021, et ça a plutôt pas mal augmenté. Et là, on continue à être rentable, bien sûr, et autofinancé. Donc, comme je te disais, en étant Ça qui est actionnaire. incroyable. En étant Donc, actionnaire. c'est-à-dire que là où vous allez le plus investir, vous avez donc beaucoup investi dans les outils internes, dans vous, parce que finalement, ce que tu n'achetais pas en stock, ton stock, on va dire dormant, tu pouvais le mettre ailleurs. Donc, vous avez permis, vous, par rapport à votre marge, parce que souvent, les maisons, les marges, quand même, tu te fais, si mon calcul mental, tu te fais 60-70% de marge, grosso modo. Donc après, ils leur investissent énormément en communication. La supply chain, elle est rodée parce qu'elle est industrielle. Pareil, ils s'achètent tellement en gros que voilà. Alors que vous, du coup, vous avez Nous, on a des coûts qui sont, en fait, on a plutôt des coûts marginaux qui sont assez élevés sur la fabrication, parce qu'on fabrique en France et qu'on fabrique de manière artisanale. Donc, en fait, t'as pas des effets d'échelle. Donc, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, ça nous coûte assez cher. Notre coût de revient est assez élevé. Mais ensuite, on a réussi à enlever beaucoup d'autres coûts derrière, des coûts d'équipe, sincèrement, où on essaie d'être l'équipe la plus smart possible. C'est ça le digital aussi, c'est faire plus avec moins de gens, sincèrement, hein, si on est tout à fait honnête. Et donc, le digital, ça nous sert à ça. Donc, d'être très, très optimisé et productif. Aussi, au niveau du retail, le fait qu'on soit, par exemple, dans des lieux qui ne sont pas des boutiques avec pignon sur rue ou qui ne soient pas situés sur l'artère la plus passante. Donc, c'est dans des endroits locaux. Exactement, c'est smart. Par exemple, à Genève, on en parlait. Genève, on est sur la très jolie place Bourg-du-Four, qui est pour moi une des plus jolies places de Genève. Il n'y a pas une autre boutique, si tu veux. C'est un endroit où il y a des cafés, c'est hyper vivant, il y a une jolie fontaine, c'est hyper charmant. C'est là où les Genevois vont prendre des verres le vendredi soir et ils adorent. Mais en fait, on est la seule boutique là de joaillerie. Du coup, le bail n'est pas très très cher pour Genève, beaucoup moins cher que si on avait été rue du Rhône, qui est juste à côté et qui est là où il y a toutes les marques de joaillerie. Donc, tu vois, c'est que des choses comme ça qu'on arrive à faire pour que finalement, ça nous ressemble plus en termes d'expérience parce qu'en fait, on s'adresse à une clientèle locale. Et oui, c'est de la destination, mais du coup, ça nous permet aussi de proposer un meilleur rapport qualité-prix global à nos clients parce qu'en fait, oui, notre pas de porte coûte beaucoup moins cher que si on était rue du Rhône. Donc ça en fait partie. Le wholesale, comme tu en parlais, le fait qu'on fasse tout en interne, littéralement, on est très verticalement intégré chez Gemio. Très, très. On travaille quasiment jamais avec des agences de pub. On a nos équipes de photographes, de retoucheurs en interne. Notre team digital, elle est en interne. Tout est internalisé. Donc tout ça aussi, comme je te disais, on travaille beaucoup. On internalise beaucoup et donc en fait toute cette valeur-là, elle est captée et elle est redonnée aux clients. C'est vraiment en fait ça le business finalement de Gemio. Et Gemio dans 10 ans? Et Gemio dans 10 ans, j'espère une marque encore beaucoup plus mondiale. C'est ce qu'on essaye de construire en tout cas avec Sharif. Notre but je pense qu'on est sincèrement au début d'une période assez sympa où on a mis beaucoup de temps en fait à tout mettre en place. Le Covid effectivement a été un accélérateur, mais tu vois
Je pense qu'on est au début de cette phase. Le Japon, ça s'annonce très bien. Zurich, ça s'annonce très bien. Donc, le Japon, en Asie, c'est un des seuls endroits qui va bien. Et la joaillerie, particulièrement dans la crise dans laquelle on voit. Et puis nous, je te disais une fois de plus, on s'adresse plutôt aux clientèles locales en tout cas. Mais donc, c'est un peu différent, on va dire, par rapport. Parce que le Japon va bien principalement parce que le yen est bas et donc les Chinois viennent acheter au Japon. Nous, en tout cas, c'est pas les Chinois qui viennent acheter chez nous, c'est les Japonais. Mais donc, bref, tout ça pour dire que le Japon va très bien pour nous. Les États-Unis, ça sera probablement une nouvelle étape. Vous n'y êtes pas? On n'y est pas, on y est aussi un petit peu à distance, tu vois, via le digital, mais là, ça fait partie des prochaines ouvertures, c'est le projet. Donc, en fait, le monde, littéralement, est en train de s'ouvrir à nous. Et moi, ma théorie, c'est que tu sais ce qu'on est en train de vivre finalement, qui est que certains marchés sont en train de s'affaisser dans le monde du luxe. Il y a une vraie transformation, sincèrement, aussi de la perception du luxe. En fait, c'est que finalement, la transition démographique, elle est en train d'arriver partout. Et on dit, par exemple, que l'Europe, c'est des pays matures démographiquement. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, si je résume, le luxe, pendant longtemps, avait une vocation, c'était de montrer, en tout cas c'était le cas en Asie pendant longtemps, de montrer son succès. Donc concrètement, si je te prends un exemple, le paysan chinois qui avait pas beaucoup de sous, il a réussi, il a envie de montrer qu'il a réussi, et donc ça devient un insigne, si tu veux, de succès, de s'acheter un beau sac que tu peux montrer autour de toi et dire « j'ai réussi ». Et c'est très bien, et je comprends, parce que ça montre que l'ascenseur social fonctionne. Mais ça, c'est en train de changer. Ça a changé en Europe parce que l'ascenseur social ne fonctionne pas si bien que ça. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, le luxe en Europe, comme tu le vois bien, c'est moins de vouloir montrer ta réussite, c'est plus de montrer ta réussite culturelle, intellectuelle, ton bon goût, t'affirmer toi-même. Mais en fait, c'est pas placarder que t'as de l'argent, si tu veux. C'est plutôt même assez mal vu. Tu passes pour un beauf. C'est plutôt assez mal vu. Et ma théorie, si tu veux, c'est que cette transition démographique-là, en fait, elle va arriver partout, graduellement. C'est juste que ça se déplace. Et potentiellement, il y a des indices pour penser que c'est en train d'arriver en Chine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'Inde à côté, t'inquiète pas, qui est plutôt au début de sa transition démographique, il y a l'Afrique, donc je me fais pas de soucis pour le luxe. Mais disons que je pense que c'est plutôt quelque chose qui a de l'avenir. Et donc, pour répondre à ta question, Gémio, dans 10 ans, probablement sera beaucoup plus mondial, parce que si ma théorie se révèle être vraie, je pense que, en fait, on va pouvoir, développer notre business model de smart luxury dans tous ces pays, en fait, qui sont en train de se développer dans ce sens-là. Mais si tu devais pour les États-Unis, là, la logistique va être beaucoup plus compliquée ou pas? Tu sais, comme pour le Japon, aujourd'hui, on arrive quand même à gérer le Japon. Oui, c'est plus compliqué. Peut-être pas 4 semaines, peut-être 5. C'est exactement ça. C'est un petit peu plus long. Et puis, on finit par avoir des centres logistiques sur place où, en fait, on arrive à envoyer les bijoux, concrètement les pièces sur place, qui sont dédouanées sur place. Et ensuite, on dispatche un peu partout dans le Japon. Mais oui, c'est un tout petit peu plus long. Après, finalement, si on arrive à rester dans un délai de 5 semaines, ça reste raisonnable. Mais de toute manière, ce que tu dis fait totalement sens parce que dans un autre épisode avec Jean-Baptiste Cécile de Messica, la maison, c'est pas 12, je crois que c'est plus de 20 ans. Pareil, les États-Unis, c'est presque le début aussi. Hein. C'est pas sûr. Non plus. Puis c'est un énorme marché, les États-Unis. C'est ça. Surtout côté joaillier qui est un... Ouais. J'ai hâte de voir Gémio dans 10 ans. Nous aussi. Alors, question signature, Pauline. Alors attends, je me change de position pour ce grand moment. Quelle est la première pièce de luxe que tu as eue dans ta vie? Écoute, j'ai un souvenir de mon oncle, mon grand-oncle, donc le frère de ma grand-mère, qui m'a offert une magnifique broche, le lion ébouriffé, de Van Cleef & Arpels pour mon baptême. Donc, je n'ai pas de souvenir du moment où je l'ai reçu parce que j'avais 1 an. Sympa le grand-oncle. Mais c'est pour te dire, il a fait fortune, donc complètement indépendant de ma famille, etc. Mais il a fait une vraie grande fortune. Je le voyais même pas une fois par an, je le connaissais à peine, mais il nous a fait ce très beau cadeau à ma sœur et moi, chacune en fait pour notre baptême. Et du coup, ça a été un peu un objet que j'ai révéré pendant longtemps parce que pour moi, c'était assez magique ce petit lion en fait hyper mignon. Et donc j'avais le droit de le porter une fois par an pour ma communion. Il était au coffre, ma mère le cachait et tout, tu vois. Mais c'était mon objet, donc j'étais assez fière. Et on me l'a donné pour mes 18 ans. Donc tu vois comme quoi la joaillerie, même si j'y connaissais pas grand-chose, j'avais eu cette petite histoire qui m'avait touchée. Quelle est la dernière pièce de luxe que tu as eue? Et ne parle pas évidemment d'une pièce Gémio. C'est dur parce que littéralement la dernière pièce de luxe que j'ai eue, je pense que c'est cette boucle d'oreille que je porte. Je connais l'histoire. Que tu connais, que j'ai eue pour mes 40 ans de mon mari, qui est une pièce Gémio, donc je n'ai pas le droit d'en parler. Une autre pièce de luxe que j'ai eue récemment, c'est pas facile à dire. Je crois que ça doit être... Ou une pièce que tu as offerte. C'est intéressant aussi. Que tu as acheté ou que tu as reçu ou tu as offert. Je crois que je me suis fait un cadeau à moi-même. Je me suis offert, la dernière fois que j'étais au Japon, c'était il y a quelques mois, un très joli sac Bottega Veneta que tu connais, parce que j'aime bien leur savoir-faire. Et donc, je l'ai acheté. Tu vois, comme quoi je ne suis pas obtus et j'aime aussi acheter des beaux objets, même si c'est pas smart luxury. Une des maisons que tu aimes le plus, c'est pourquoi? Et encore une fois, pas Gémio. Écoute, j'aime beaucoup Armani.
Giorgio Armani. Ouais, je sais que c'est étonnant. J'aurais parié que tu aurais dit Hermès. Aussi, mais je trouve que j'aime Armani parce que je trouve qu'Armani, Giorgio, je veux dire pas les sous-marques d'Armani, il y a une espèce d'élégance intemporelle de cette femme, en plus assez pure si tu veux. Il y a un côté très très chic, Puissant, je trouve. puissant aussi. Enfin, à chaque fois que je vois ses défis, et puis il ose être lui-même, il rentre pas dans l'air du temps. En fait, il y a une espèce de constance, si tu veux, de cette marque que je trouve très élégante. Je trouve qu'Armani est aussi un homme d'une élégance absolument incroyable que vraiment j'admire beaucoup. Il se trouve qu'il y a un café Armani en plus à Paris où je vais de temps en temps, c'est délicieux. Je crois que c'est l'un des rares restaurants 1 étoile italiens à Paris. Je le recommande, il est délicieux. Bah, tu vois, vu la déventure, moi je suis jamais allée. Je pensais que c'était un truc de touriste. Tu devrais y aller. Il y a un café, mais le café est très sympa aussi, et il y a un restaurant. Et il paraît que même monsieur, tu vois, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il continue à aimer la simplicité des belles choses. La légende dit que à chaque fois qu'il vient là-bas, il prend, tu vois, sa petite, je crois que c'est des spaghettis à la tomate, mais tu vois, tout simple. Oh, drôle. Donc j'aime tout cet univers, si tu veux, autour d'une certaine simplicité, mais très exigeante. Faut que tu l'interroges sur ton podcast. J'aimerais bien. Si tu connais. Oui, je vais m'arranger. Qu'est-ce que tu aimes le moins et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le luxe? Ce que j'aime le moins, c'est l'arrogance, je pense. Je trouve ça dommage. En fait, je trouve ça dommage parce que c'est des beaux objets, c'est des beaux savoir-faire et finalement, tu vois, je trouve qu'on perd quelque chose. Je comprends pourquoi c'est fait, mais je trouve ça dommage. Et ce que j'aime le plus, c'est la beauté. Honnêtement, ça reste incroyable. Enfin, sincèrement, je reste émerveillée quand je vois chez Gemio des nouvelles pierres, mais même quand je vais chez mes concurrents et que je vais voir certaines belles choses. Je trouve qu'il y a, en fait, le luxe qu'il y a d'admirable, le beau luxe, c'est que c'est vraiment essayer de rendre le monde plus beau. C'est aussi bête que ça. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je trouve qu'on devrait avoir plus de beauté dans nos vies. Donc, rien que pour ça, je remercie le luxe d'exister. Ta définition du luxe? Ma définition du luxe, c'est la liberté, l'espace. J'aime pas le terme exclusivité, mais une vie extraordinaire ou un objet extraordinaire, quelque chose qui sort des sentiers battus. Et enfin, qu'est-ce que sera le luxe pour toi de demain? C'est pas facile, ça renoue avec toute notre conversation. Ouais. Je pense que le luxe de demain, il sera plus personnel, il sera plus intime. J'espère qu'il sera plus pur. J'espère peut-être qu'il sera plus honnête aussi. Je vais pas faire que des amis. Mais je pense que chercher cette honnêteté, cette authenticité dans le luxe, moi, c'est quelque chose que je souhaite. C'est un peu pourquoi je me bats aussi avec Gemio. Et j'espère qu'on va lancer un mouvement, honnêtement, et qu'on va aller plus dans ce sens. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à laisser vos commentaires afin que nous puissions échanger tous ensemble. Ça nous motive et c'est ce qui fera aussi rayonner le podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, à LinkedIn. Ce sera un plaisir de discuter de luxe avec vous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode aussi exceptionnel que celui-ci.